Bonjour à tous, c'est Thibaut et vous écoutez le Jour Pop Off, le format sans filet et sans filtre du Jour Pop. Un format plus spontané, moins écrit, pour laisser plus de place à la réflexion, à la discussion, puisque c'est un format qui me permet aussi de décrypter un peu l'actualité de la pop, et en particulier les nouveaux albums qui sortent. Et là, j'avais envie de vous faire 2 épisodes en un, puisque la semaine passée, 2 pop stars ont fait leur grand comeback avec un nouvel album et ça méritait sévèrement sévèrement, on verra, mais en tout cas, ça méritait bien qu'on s'arrête dessus. Donc, jingle et c'est parti. Alors, petit disclaimer avant de commencer cet épisode, je sais pas vous, mais alors moi, la rentrée, elle m'a tabassé, mais sévère. Vraiment, c'était méchant. Là, on est le 25 septembre, j'ai pas vu passer les 3 premières semaines. Vraiment, j'étais dans un tunnel, mais j'ai pas voulu pour autant délaisser le podcast, parce que vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais en fait, le Jour Pop, c'est mon activité annexe. J'ai un travail salarié à côté. Jour Pop, je faisais vraiment ça pour m'amuser, pour vous divertir, pour vous informer aussi. J'essaie de le faire bien, en tout cas. J'ai l'impression, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, et puis vous me faites toujours des retours hyper cool. Donc ça me donne de la force, donc merci à vous. C'était assez dur, mais pas aussi dur que le retour de Katy Perry. Alors, la transition est hasardeuse, mais évidemment, j'ai envie de parler de ce comeback de Katy Perry parce que c'est un des comebacks les plus... Quel mot mettre en fait derrière ce comeback de Katy Perry ? Je le trouverai peut-être à la fin de l'épisode, mais il est compliqué. Il est très compliqué. De mémoire de fan de pop, je pense que la dernière fois que j'ai vu un comeback aussi difficile, c'était Christina Aguilera avec Bionic. Mais Christina Aguilera avait un bon album derrière. Voilà. Donc bon, on va en parler. Là, c'est vraiment la mise en bouche, puisqu'il y a un autre album dont j'ai envie de vous parler. C'est l'album de Nelly Furtado. Alors pourquoi j'ai voulu lier Katy Perry et Nelly Furtado dans ce jour pop off ? Bon, déjà parce qu'elles ont sorti leur album le même jour, mais c'est pas que ça qui les lie. Chacune, en fait, a régné sur la pop à un moment dans ces dernières années. Nelly Furtado, c'était vraiment au milieu des années 2000 avec l'album Lose. En 2006, 2007, 2008, impossible de passer à côté de Nelly Furtado. Katy Perry, elle, ça a été dans la première moitié des années 2010. Ça, j'ai vraiment fait déjà un bon jour pop édito, si je puis dire, sur Katy Perry, qui est sorti au mois de juillet, où je vous racontais vraiment cette période un peu de transition avec l'album Witness. Chacune s'est un peu éloignée du grand public pour des raisons assez différentes sur lesquelles je vais revenir. Et elles ont toutes les deux décidé de revenir cette année, et ce 20 septembre, avec 2 albums qui sont pas très éloignés dans l'idée qu'elles en ont eue. Ils le sont assez dans le résultat. Et ils se rejoignent aussi sur leur titre. Alors, elles ont toutes les deux choisi de nommer leurs albums avec un chiffre ou avec un nombre, je sais jamais. Je crois qu'un chiffre, c'est quand il n'y en a qu'un, et un nombre, c'est quand il y a plusieurs chiffres. Je crois que c'est ça. Nelly Furtado, elle l'a appelé son album 7, parce que c'est son 7e album, mais aussi parce que ça faisait 7 ans qu'elle n'avait pas fait d'album. Le dernier, c'était The Ride en 2017. Et c'est aussi la façon de témoigner, en tout cas, de l'évolution qu'elle a eue au cours de ces 7 dernières années, de rassembler un peu tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu apprendre, tout ce qui a pu l'inspirer, et qu'elle a rassemblé dans ce qu'elle appelle, en tout cas j'ai vu ça dans une interview, une collection. Alors ça peut faire un peu peur, on peut se dire, ouais, mais il n'y a pas de cohérence. Alors il y en a une belle cohérence dans ce disque, je vous le dis déjà, je l'ai beaucoup aimé. Et Katy Perry, elle, son album s'appelle 143, 143, je crois, donc il ne faut pas dire 143. Bon, ce titre, je trouve un peu foireux parce que c'est pas du tout clair. 143, 143, ça veut dire I love you. Parce qu'en fait, c'est une sorte d'acronyme où chaque chiffre représente le nombre de lettres de la phrase I love you. 1 pour I, 4 pour love, 3 pour you. C'est vraiment un titre très particulier. Bon, par qui je commence ? J'allais commencer à aller vers Katy Perry, ou plutôt Nelly Furtado. Allez, on va aller direct sur Katy Perry, comme ça, c'est fait.
Bon, cet album de Katy Perry, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est sujet à un bon gros bashing depuis le mois de juillet, depuis le mois de juin même. Jusqu'à là, en tout cas, il y avait même un sujet dans Quotidien, dans la petite pastille qui s'appelle Le Petit Cul, qui était sur Katy Perry, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était complètement à charge pour dire que son album était, et son comeback était complètement merdique. J'ai trouvé ça très dur. Alors, moi, je vais un peu... moi, je suis pas trop quelqu'un qui va à charge dans les trucs en disant c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Non, non. J'essaie toujours de nuancer un peu les choses, de prendre un peu de hauteur pour comprendre. Katy Perry, elle est dans une phase où elle est hors sol. Alors clairement, pour moi, c'est plutôt ça, en tout cas, qui le sentiment que j'ai de ce comeback. C'est une artiste hors sol. C'est une artiste déconnectée, en tout cas de la réalité, du monde, de la pop. Et son album témoigne aussi de ça. Donc évidemment, le gros sujet, ça a été la collaboration avec Dr. Luke. Je vous refais très vite fait l'histoire, mais en tout cas, la chanteuse Kesha l'avait accusée de viol. Ça a duré des années, cette histoire. Ils ont finalement trouvé un terrain d'entente l'an dernier, je crois, où toutes les poursuites ont été arrêtées. Ça a évidemment entaché sévèrement la réputation de Dr. Luke. Pour rappel, Dr. Luke, c'est lui qui a fait les plus gros tubes de Katy Perry, I Kissed a Girl, Roar, etc. Et évidemment, elle a arrêté de travailler avec lui sur ses deux derniers albums qui sont Witness et Smile. J'allais dire un peu cancel. Alors oui et non, puisque des artistes comme Doja Cat ou Kim Petras ont beaucoup travaillé avec lui. On leur a reproché aussi. Bon, c'est un sujet qui est un peu plus complexe que ça. Mais bon, Katy Perry, évidemment, elle a une notoriété que n'avait pas Doja Cat et Kim Petras il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, Doja Cat est une superstar, mais quand elle faisait Say It So, elle n'était pas une superstar. Donc, bon, disons qu'on lui a un peu moins tombé dessus. Kim Petras également. Katy Perry, je pense que ce qui a aussi surpris, c'est que Katy Perry peut travailler avec n'importe qui. Voilà, c'est quand même une des plus grandes pop stars des années 2010. Et donc, pourquoi retourner voir Dr. Luke ? Elle justifie que elle avait envie, en tout cas, de retourner vers une pop un peu insufflée à la Teenage Dream. Donc, elle a rappelé ceux avec qui elle avait travaillé à l'époque. Bon, elle s'est pas vraiment expliquée sur le sujet et elle a pas mal botté en touche, qui est aussi un peu décevant de sa part. Bon, mais évidemment, ce qui fait enfin, encore plus polémique, si je puis dire, tout fait polémique aujourd'hui. Mais ce qui renforce encore plus cette incompréhension, c'est que c'est pour une chanson qui s'appelle Woman's World, un monde de femmes, une chanson qui se veut féministe, écrite par quelqu'un accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle. C'est pas possible en 2024 de pas conscientiser que la pop est politique aussi, et que on ne peut pas tout faire. Je n'émets pas de jugement là-dessus, en disant c'est bien ou c'est pas bien. Je dis juste que c'est le cas. Voilà. Aujourd'hui, quand on est une superstar de la pop, on a une liberté qui est finalement assez relative dans sa création, parce que c'est pas que le tribunal des réseaux sociaux finalement, mais ça a un impact non négligeable. Et si on n'a pas derrière un argumentaire sévère et une justification qui tient la route, ce qui n'est pas le cas de Katy Perry, eh ben on se prend le mur. Voilà. Et surtout, si en plus la chanson n'est pas terrible. Et Woman's World n'est pas terrible. Et le clip est encore moins terrible. Donc ça, j'en avais déjà quand même beaucoup parlé dans l'épisode que j'ai fait sur elle en juillet. Et le problème avec les polémiques, c'est qu'on n'aime pas trop qu'elles s'arrêtent. Et on aime bien remettre de l'huile sur le feu. Et alors Katy Perry, ça n'a été que ça tout l'été. Donc il y a eu Woman's World, ensuite il y a eu le deuxième single Lifetimes, avec un S je crois. Et alors son clip tourné je crois à Barcelone, c'est ça, ou en Espagne en tout cas,
où évidemment elle saute d'un hélicoptère et là on lui dit mais en fait tu n'avais pas le droit de faire de l'hélicoptère dans cette zone-là, elle est protégée, etc. Enfin je sais pas. Bref, des associations écologistes se sont mis dans le truc aussi. J'ai l'impression qu'elles ne s'en sortaient pas, vraiment. Sans compter que évidemment les chiffres n'étaient pas là. Les singles n'ont pas marché, les 2 singles n'ont pas marché. Elle a voulu faire une prestation un peu mémorable aux VMAs qui est passée totalement inaperçue. Personne n'en a parlé. Et donc du coup, cet album arrive après une succession d'échecs, une succession de bad buzz, et il tient pas vraiment la route. Voilà, faut le dire. Alors, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous pensiez de ce disque à sa sortie vendredi. Vous étiez assez unanime, pour le coup, pour dire que c'était pas très bon. Je fais un peu un euphémisme parce que vous étiez un peu plus dur que ça. Il y en a quelques-uns qui quand même ont apprécié l'album. Mais globalement en tout cas, vous étiez très sévère sur ce disque. Alors, est-ce que ce disque est raté ? Pas vraiment. Alors, ça va peut-être vous surprendre. Je trouve que, et alors là, je vais vraiment vous surprendre, je trouve que de tous ces albums, donc je crois que c'est son 6e, c'est son album le plus cohérent. Katy Perry, moi, je ne l'ai jamais considérée comme une artiste d'album. Je considère que c'est une artiste de single qui a vraiment fait des tubes géniaux et qui a vraiment marqué la pop des années 2010. Mais ces albums, je trouve que ils n'ont jamais réellement tenu la route. Alors, je vous vois déjà venir me dire « Mais Teenage Dream, Teenage Dream ». Alors, Teenage Dream est une excellente compilation de singles. Elle a quand même sorti 6 singles, je crois, qui ont tous été des tubes. Ça, c'est quand même faux le dire. Mais quand on écoute l'album, pour moi, il n'y a pas de ligne directrice. Il n'y a pas d'univers. C'est vraiment une succession de tubes pop hyper calibrés. Et quand on sort des 6 singles ou 7 singles, je ne sais plus, ce qui est quand même déjà assez considérable, les autres chansons sont vraiment... je crois qu'il y a Peacock, ce genre de délire, moi, ça me parle pas du tout. Prism, c'est un peu la même chose, même si je trouve que là, pour le coup, il y a des singles dont je suis pas très fan, genre Birthday, alors ça, c'est un enfer, alors qu'il y a des non-singles qui étaient très réussis, Legendary Lovers, Walking on Air, par exemple, pour les premiers qui me viennent en tête. Mais pareil, ça part vraiment dans tous les sens, c'est pas vraiment cadré. Son premier album où elle a vraiment voulu faire un concept, c'était Witness, et alors là, pour moi, c'est un échec, ce disque. Et alors, le dernier en date, Smile, je n'en garde aucun souvenir, à part une chanson qui est Cry About It Later. Voilà. Donc, One of the Boys, je n'ai pas parlé du premier, mais en tout cas, c'est un peu le même délire. Et alors, ce 143, je vais l'appeler comme ça, c'est un album qui se veut fun, dansant, retour à la pop, retour à la légèreté, pas de prise de tête. Alors, c'est sûr, dans les paroles, il n'y a pas de prise de tête, elles sont vraiment très très faibles. C'est même des fois un peu honteux de chanter des choses aussi ineptes. Je pense au dernier single I'm His, Is Mine. Mais la promesse, elle est tenue. Déjà, c'est un album qui est, comment on dit, mixé ensemble. C'est-à-dire toutes les chansons s'enchaînent. Donc il y a un sentiment un peu de... C'est que du up-tempo, il n'y a pas de balade. Mais alors c'est hyper plat, hyper redondant. Les productions sont très très pauvres. Il y a une chanson qui s'appelle Crush. On est quasiment au stade de la démo, tellement il n'y a pas de recherche. Donc oui, c'est un album qui est cohérent dans sa proposition, qui s'écoute, et alors il fait 33 minutes, mais on s'ennuie pas. Pour le coup, ça s'écoute très très facilement. C'est pas fait non plus pour chambouler l'auditeur, hein. Là, on est vraiment sur de la pop facile, très générique, et c'est ça en fait qui pêche, parce que Katy Perry, c'est pas Ava Max. Voilà. Pour moi, ce type de pop, on le retrouve chez Ava Max. On le retrouve, je vais peut-être faire un peu criser certains, mais chez Kim Petras. Je trouve que Kim Petras n'est plus une artiste très intéressante depuis qu'elle est devenue mainstream. Moi, ses premiers EP, je les avais trouvés très cool, mais alors son dernier album, moi, il m'est tombé des mains, tombé des oreilles, je sais pas si ça se dit. Et quand à côté, on a une nouvelle génération de pop stars qui bouscule un peu les choses, et là, en tout cas, il y a une nouvelle, d'ailleurs, génération de pop stars qui est hyper intéressante.
C'est des filles comme Sabrina Carpenter, bon, Billie Eilish est quand même déjà bien installée, Charli XCX aussi, elles sont bien installées. Mais en tout cas, là, elles ont toutes les deux, Charli et Billie, sorti des albums incroyables, vraiment incroyables. Moi, ma belle surprise de cet été, c'est Sabrina Carpenter, évidemment. J'ai adoré son album. C'est pas de la grande pop, mais c'est vraiment ce qu'il faut, avec qui il faut et quand il faut. Voilà. Et puis, il y a tous les clips aussi qu'elle a fait qui sont vraiment dans la lignée de ce que pouvait faire Katy Perry. C'est cynique, il y a un peu d'humour aussi, c'est faussement naïf. Et c'est ça, en fait, qui fait un sel de pop assez intéressant dans lequel Katy Perry n'est plus du tout. Je parle pas de Woman's World, mais les clips de Lifetimes et alors le dernier I'm His, Is Mine, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est très mauvais en plus d'être totalement inintéressant. Et je pense que c'est ça qui crée aussi une espèce de bonne grosse déception. C'est parce que c'est pas quelque chose qu'on attend d'une pop star qui a autant marqué son époque. La pop des années 2010, elle est aussi ce qu'elle a été grâce à Katy Perry. Et je pense que le niveau de déception, il est à la hauteur du souvenir qu'on avait d'elle. Et je dis du souvenir parce qu'en fait, Katy Perry, elle s'est absentée pendant très longtemps. Son dernier album, Smile, est sorti durant le Covid et déjà, il est sorti un peu à l'arrache. Bon, pandémie oblige, mais elle était enceinte. Puis en fait, avant, il y avait eu quand même beaucoup de singles. C'était pas hyper cadré, on savait pas trop. Elle a multiplié les collabs dans tous les sens. Elle a fait une chanson pour les Pokémon, elle a fait une chanson pour Just Hit, je crois que c'était. Et en fait, tout ce qui... Enfin, moi, elle avait même fait une pub Amazon, je crois, pour Noël, un truc comme ça. Bref, moi, Katy Perry, le sentiment que j'ai de ces dernières années post-Witness, c'est qu'elle était juste là pour faire de l'argent. Clairement, elle était à American Idol, très tranquille. Elle a fait que des singles en partenariat avec des marques. Elle a vendu ses chaussures. Je ne sais pas qui achète les chaussures de Katy Perry. C'est un des business de pop star que je ne comprends pas. La marque de chaussures de Katy Perry. Surtout qu'elles sont dégueulasses. Mais bon, elle continue à les poster régulièrement sur ses réseaux. Et puis, sa résidence à Vegas aussi. Donc ça, c'est un peu le summum du truc. Je suis juste là pour faire de l'argent. Et là, d'ailleurs, il y a un an de ça, je crois, elle avait vendu son catalogue. Alors ça, c'était quand même un move très très surprenant d'une pop star qui n'a même pas 40 ans, de vendre les droits de ses chansons. Alors, j'en ai beaucoup parlé sur Taylor Swift, qui elle est dans une logique de récupérer les droits de ses chansons avec ses fameuses Taylor's Version, etc. Katy Perry, elle a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a vendu les royalties de ses chansons à une société pour, je crois, une somme astronomique de 225 millions de dollars. Alors financièrement, c'est un bon move parce qu'en fait, disons que cette société dont je n'ai pas le nom fait un investissement sur le très long terme en disant, ben voilà, les droits des chansons de Katy Perry vont nous rapporter tant par an sur tant de temps et on aura remboursé notre mise sur 40, 50 ans, je ne sais pas sur combien de temps. Ce que Katy Perry, finalement, n'aurait probablement pas touché dans un espace de 10, 15 ou 20 ans. C'est d'autant plus un bon move que, vu que sa cote a tellement chuté depuis la sortie de son album, je ne sais pas si aujourd'hui ses chansons valent autant qu'elles valaient il y a un an. Dire qu'elle a anticipé ça parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas faire un bon album, bon, je ne vais pas rentrer dans le complotisme, mais ça prouve aussi que Katy Perry était finalement assez désintéressée de son art. Parce que, enfin, moi je suis très surpris. David Bowie l'a fait, Bruce Springsteen l'a fait, je sais, enfin David Bowie est mort, mais les héritiers de David Bowie l'ont fait. Tina Turner l'avait fait aussi de son vivant, mais elle l'avait fait 2 ans avant de mourir. Donc quand on est en fin de vie, donné comme ça, ou en fin de carrière, je sais pas, mon Bruce Springsteen, je sais plus quel âge il a, mais quand on fait ça vraiment, quand sa carrière est logiquement derrière, moi ça me surprend pas. Mais quand on a 15 ans de carrière comme Katy Perry, je suis très très surpris de ce move. Donc pour moi, c'était vraiment purement pécunier, mais ça correspond aussi à l'image que j'ai de Katy Perry ces derniers temps. C'est-à-dire une artiste qui est finalement désintéressée de son art, et ça le prouve avec cet album où il n'y a pas vraiment de consistance. Et alors quand on suit, moi j'ai un peu regardé les interviews de Katy Perry,
Elle a fait notamment un podcast aussi que j'ai écouté, le fameux podcast. Je ne sais pas si vous avez vu l'extrait, mais en fait, elle dit que tout ce qu'elle attend d'un homme, c'est qu'il fasse, enfin d'Orlando Bloom en l'occurrence, c'est qu'il fasse la vaisselle et qu'il range la cuisine, et que s'il fait ça, bah, elle serait ravie de lui sucer la bite. Je dis, wow, bon, et ben, vous savez, bon, c'est prendre un extrait, etc. Mais alors, tout le podcast qu'elle fait est de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle ne parle jamais de sa musique, de comment elle a conçu ses chansons, comment elle visualise les choses, qu'est-ce qui l'inspire aujourd'hui. C'est purement faire un album de fête. Voilà. Donc, ça peut se faire, ça peut se comprendre. Mais par exemple, il y a une fille comme Charlie XCX qui, elle, fait un album de fête, mais avec énormément de vulnérabilité à l'intérieur, toutes ses insécurités, tous ses traumas, toute son anxiété qu'elle fait rejaillir dans ses chansons, ce qui leur donne vraiment une, une dimension supérieure. Et en ça, Brat est une pure réussite. Et c'est ça, en tout cas, que 143 n'a pas de consistance. Alors, j'ai pas envie de qualifier non plus ce 143 d'un accident industriel. Peut-être parce que j'essaye juste d'être un peu optimiste. Moi, je sauve deux chansons. Une qui s'appelle All the Love, qui est pour moi la plus intéressante du disque. Et la dernière, Wonder, qui se veut un peu faussement nouveau Firework. Enfin, ça fait clairement finale de chansons de live. Et évidemment, avec des vocaux, une prise de son de sa fille Daisy. Bon, c'est hyper cucu, mais elles font tout ça, donc bon, je passe sur le truc. Tout le reste, tous les featurings sont inintéressants. Vraiment, il y en a 4 dans l'album. En plus, ils s'enchaînent au début, alors ça fait vraiment un tunnel. C'est vrai que là, quand on enchaîne les 3 featurings plus Crush dont je vous parlais, qui est vraiment au stade de démo, Lifetimes fait un peu... ça fait du bien d'entendre Lifetimes. C'est pas une mauvaise chanson, c'est une très bonne chanson pop, d'ailleurs, dans son style. Je suis pas complètement fan du titre, mais c'est vrai qu'elle arrive au bon moment. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde la tracklist, eh ben, finalement, Woman's World s'impose un peu comme un lead single évident, voilà, parce que c'est, j'ai l'impression, la seule chanson où il y a un vrai propos et un truc un peu universel. Le propos est complètement claqué dans son exécution, mais c'est un peu la seule qui raconte des choses. Bon, je pense que j'ai un peu tout dit sur ce 143. Ça fait 20 minutes que j'en parle, mine de rien. Je vais peut-être plus parler de l'album que la durée de l'album total. Mais je vais doucement transitionner vers Seven, vers Nelly Furtado. Parce que Nelly Furtado, elle est un peu dans le point de départ, en tout cas de Nelly Furtado en 2024, est finalement le même que Katy Perry. C'est-à-dire une pop star qui a délaissé un peu la scène pop pendant des années et qui décide de faire un comeback. Katy Perry, elle, s'était enfermée aux États-Unis dans ses différents contrats, notamment American Idol, qui lui a pris beaucoup de temps. Nelly Furtado, alors c'est totalement différent. Nelly Furtado, c'est assez intéressant, mais elle a décidé volontairement de quitter le circuit mainstream petit à petit après l'énorme carton de l'album Lose. Il y avait eu un album en espagnol qui s'appelait Mi Plan. Je parle pas espagnol, mais je pense que ça se prononce comme ça. Ensuite, il y avait eu un album très intéressant que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle The Spirit Indestructible, qui était, je crois, sorti en 2012. Et en 2017, elle avait fait un album que j'avais bien aimé à l'époque, qui s'appelait The Ride, et qu'elle avait sorti en totale indépendance. C'était vraiment un disque qui était confidentiel. Moi, je me souviens même avoir voulu chercher à trouver le vinyle, mais j'ai galéré à trouver le vinyle. Alors déjà, en 2017, il n'y avait pas la folie des vinyles qu'il y a aujourd'hui. Et je l'avais commandé à la Fnac, mais finalement la Fnac ne l'avait jamais reçu, parce qu'en fait l'album était distribué par un label, enfin voilà, bref. Donc c'est pour dire d'où revient Nelly Furtado. Le retour de hype de Nelly Furtado, il est arrivé, je pense, en 2020, quelque chose comme ça, avec évidemment l'explosion de TikTok, où ces sons ont de nouveau percé. Je crois que Promiscuous ou Man Eater sont vraiment devenus viraux. Ce qu'elle dit aussi, c'est que ça l'a un peu motivé, en fait, le fait de parler aussi à une nouvelle génération.
de se dire que elle pouvait aussi revenir à des sons comme ça, à des sons plus pop, mais ce qui a toujours fait un peu l'intérêt de Nelly Furtado, c'est-à-dire ce mélange entre de l'urbain, de la pop, du R&B, du trip-hop. Ces deux premiers albums, enfin ces deux premiers, non, le premier qui s'appelle Wow Nelly, ensuite il y a eu le deuxième qui avait floppé qui s'appelle Folklore, et le troisième qui est Loose, mais les deux majeurs en tout cas dans sa discographie sont le premier et le troisième, et ces deux albums sont vraiment imprégnés de ce mélange-là. Et du coup, elle a un peu travaillé avec beaucoup de monde sur cet album Seven. Et ce qui en ressort, c'est une vraie belle collection, pour le coup. Alors là, on est vraiment... C'est totalement différent de Katy Perry, où elle a cherché à avoir une unicité de son, mais au dépend de la qualité de l'album, parce que le tout est hyper redondant. Sur Seven, il y a vraiment une belle richesse de tout ce qui se fait un peu dans la pop en ce moment. Moi, je suis très fan de Tuvalu et S.G. Lewis, donc leur collab à 3 avec Nelly sur Love Bites. Moi, je suis complètement fan. Il y avait l'autre single, Corazon, avec Bomba et Stereo. Voilà. Alors là, c'est très latino. C'est un autre mood de Love Bites. Et en plus, les deux titres s'enchaînent, mais je trouve que la voix de Nelly fait bien le lien entre tout ça. Moi, il y a deux titres, en plus de Love Bites, que j'ai énormément aimé. Alors, ils sont beaucoup plus up-tempo. Il y a Honesty. Pour moi, c'est le tube du disque, c'est Honesty. Et il y a un autre qui est très up-tempo, c'est Ready for Myself. Là, on est vraiment sur de la Nelly Furtado hyper dansante. Alors, c'est fun, hein. C'est fun, les paroles n'ont pas beaucoup plus de profondeur que Katy Perry, hein. C'est-à-dire Ready for Myself, c'est moi j'ai pas besoin d'un homme qui m'achète des choses, je peux me les payer moi-même. Enfin, c'est très empowerment, etc. Des discours qu'on connaît bien. C'est quand même un peu mieux écrit que Katy Perry, où des fois il y a juste des mots qui sont répétés à tire-larigot. Honesty, c'est j'ai besoin d'honnêteté dans ma vie, etc. Enfin, mais c'est de la bonne pop. Voilà. La pop, des fois, si on regarde ça un peu de haut, on se dit c'est toujours la même chose. Non, il y a quand même des variations un peu subtiles quand on met le nez dedans. Et je trouve que justement, Nelly Furtado arrive avec ce disque, tout simplement à nous donner envie d'y retourner. Voilà, moi, ce disque, je l'ai écouté tout le week-end. Je vous avoue, à la première écoute, j'étais un peu là. Ouais, c'est sympa. Mais, j'avais bien accroché sur cette chanson, je vais y revenir, etc. Katy Perry, à la fin de l'écoute, j'étais là, ok, je l'ai entendu, c'est déjà oublié. Alors que dans les Furtado, dans Seven, il y a des choses qui m'ont accroché. Je vous avoue aussi que ça m'a fait plaisir de retrouver sa voix sur ces sonorités-là qu'elle avait un peu abandonné depuis 10 ans, depuis The Spirit Indestructible. Pour moi, cet album Seven, c'est vraiment dans cette continuité-là, avec des infusions de blues aussi, parce que ce mélange justement de sons, ce mélange d'ambiance. Dans Loose, il y avait des sons très latinos, il y avait ce duo avec Juanes par exemple. Je suis désolé, j'ai oublié le nom du titre, vous savez, j'oublie tout le temps les titres. Avec les productions de Timbaland, donc c'était hyper riche en fait. Et Loose, ça voulait dire ça aussi, ça voulait dire se libérer, lâcher prise en fait. Lâcher prise dans la création, dans ce qu'on veut chanter, etc. Et je le retrouve vraiment dans cet album Seven, alors, elle est dans une autre phase de sa vie, une autre phase de sa carrière, mais pour moi c'est vraiment l'album d'un renouveau. C'est l'album d'une renaissance, et c'est une vraie réussite. Vraiment, et je crois que plus je l'écoute, plus je l'aime. Voilà, des fois il y a des albums où je les écoute, j'ai un coup de cœur immédiat, oh là là, je l'adore, et puis après, je le délaisse un peu. Là, c'est un album qui s'apprécie vraiment d'écoute en écoute en écoute. Là, vous voyez, depuis le début de l'année, je fais pas mal de reviews d'albums, de gros albums pop. Ça me fait penser à l'album de Dua Lipa. L'album de Dua Lipa, je l'ai bien aimé au début. Si j'ai un peu un regard rétrospectif, notamment sur le jour pop off que j'avais fait sur Dua Lipa, c'est un album que je trouvais très bon, que j'avais beaucoup aimé, mais j'y suis très peu retourné finalement. Très peu retourné. Et là, déjà, cet album de Nelly Furtado, je sens que je vais bien m'y accrocher. Je vais bien m'y accrocher. Et ça me donne envie de la suite. Ça me donne envie de la suite qui est le live. J'ai jamais vu Nelly Furtado en live. Et je crois qu'elle n'a pas fait de concert en France depuis Loose. Donc là, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle annonce une tournée et de pouvoir y aller. Et je pense qu'elle va
vraiment remplir parce que elle a vraiment réussi à conquérir un nouveau public. C'est ça qui est assez fou parce qu'elle a plus de 20 ans de carrière. Le premier album, il est sorti il y a 25 ans. Donc je pense qu'elle peut facilement faire Bercy sans problème. Katy Perry, je sais pas. Non, Katy Perry peut faire Bercy, évidemment. Elle peut faire Bercy. Mais déjà, il y a une tournée qui s'appelle The Lifetimes Tour. Là, ils ont déjà annoncé qu'elle ferait l'Australie en 2025. Donc l'Europe va y arriver. Je ne vois pas Katy Perry ne pas venir en Europe pour cette tournée. Par contre, c'est peut-être la dernière fois qu'elle fait une tournée. Parce que si elle continue dans cette direction-là, je pense qu'elle va très vite retourner à Vegas. Mais tout ça, je ne manquerai pas, évidemment, de vous en parler. Voilà, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. Ça fait une grosse demi-heure que je parle. J'espère que ça vous a un peu intéressé. Donner aussi envie d'écouter ce disque et de vous faire votre propre avis. Et je suis très curieux justement d'avoir vos avis. Donc comme d'habitude, mes DM sont ouverts. La suite du jour pop, pour moi, c'est 2 gros concerts. Le premier, c'est Janet Jackson à Bercy. Et puis surtout, il y a Mylène Farmer au Stade de France. La fin de Nevermore, ce spectacle commencé il y a 84 ans. Et là, je pense que oui, ce sera le prochain jour pop off de débrief de ce spectacle, de cette tournée. Donc, restez connectés. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité à ce petit podcast que j'essaye de faire grandir. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite un bon trajet où que vous soyez. Et je vous dis à bientôt.